Décrocher un budget auprès d'un directeur ou d'une directrice marketing, parfois ça ressemble à un vrai parcours du combattant, pas vrai? Les budgets semblent complètement gelés, les décisions n'en finissent plus. Mais pourquoi c'est si compliqué? En fait, pour débloquer les budgets, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans la tête des CMOs. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question que tout le monde se pose. On a l'impression que la moindre demande de budget est passée au microscope, que chaque dépense est remise en question. Mais derrière cette hésitation, il y a des raisons qui sont vraiment profondes, qui sont complexes. C'est en allant chercher ce pourquoi qu'on va trouver la clé du comment. Allez, on attaque la première partie. Pour bien saisir la mentalité d'un CMO, aujourd'hui, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il ou elle navigue. Et on va le voir, c'est un monde qui est tout sauf tranquille. C'est un environnement marqué par une pression qui arrive de partout. Imaginez un peu piloter un navire en pleine tempête. Eh bien, c'est un peu ça, le quotidien d'un directeur marketing. L'incertitude économique, les tensions géopolitiques, tout ça crée un climat de prudence extrême. Et en général, quelle est la première chose qu'on coupe quand ça secoue? Malheureusement, c'est souvent le budget marketing. Et ça, c'est peut-être le changement le plus radical de ces dernières années. Fini le temps où le marketing était jugé seulement sur une bonne idée créative. Aujourd'hui, chaque euro, j'ai dit bien chaque euro dépensé, doit être traçable, justifiable et surtout, il doit générer un retour sur investissement concret, le fameux ROI. Ce n'est plus juste un indicateur, c'est la condition de survie du budget. Comme si la pression économique ne suffisait pas, il y a la complexité technique. Entre les réseaux sociaux, les influenceurs, le retail média, le SEO, le paysage digital s'est devenu un vrai labyrinthe. Pour un CMO, choisir où mettre son argent pour avoir un maximum d'impact, eh bien c'est un véritable casse-tête permanent. Et puis, bien sûr, il y a l'IA. D'un côté, c'est une promesse immense d'efficacité, d'optimisation. Mais de l'autre, c'est aussi une grosse source d'anxiété. Comment on l'intègre? Est-ce qu'on doit investir maintenant? Et la question cruciale, est-ce que les équipes ont les compétences pour s'en servir correctement? C'est une vraie arme à double tranchant. Ce chiffre, 40%, c'est une véritable alerte. Ça veut dire que près de la moitié des marketeurs se sentent dépassés par l'IA. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un fossé de compétences qui freine l'investissement et qui nourrit cette hésitation des CMOs. Logique. On enchaîne avec la deuxième partie. Toutes ces pressions externes, elles ne restent pas à l'extérieur. Elles se transforment en frustrations très concrètes, notamment vis-à-vis des agences. De véritables murs se dressent qui bloquent la confiance et au final bloquent l'investissement. Cette citation, elle est assez percutante. Elle va droit au cœur de la méfiance. Beaucoup de directeurs marketing ont ce sentiment que le modèle même de certaines agences est basé sur la dépense et pas sur la performance. Que leur but, c'est de consommer le budget, pas de générer un impact réel sur le business. Voilà une autre source de frustration énorme. Les CMO sont littéralement submergés de propositions commerciales qui leur font perdre un temps fou. Ce processus de pitch est souvent perçu comme long, inefficace et complètement déconnecté des vrais enjeux stratégiques de l'entreprise. Ce décalage, au fond, c'est un vrai dialogue de sourds. D'un côté, on a des agences qui parlent de like, de portée, ce qu'on appelle les métriques de vanité, et de l'autre, des CMOs qui, eux, veulent voir l'impact sur les ventes. D'un côté, une logique de dépense, de l'autre, une obsession du retour sur investissement. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? Eh bien, dans un marché qui est saturé d'agences généralistes, beaucoup finissent par être perçus comme des produits de base, des commodités, qu'on peut changer très facilement. Et quand tout se ressemble, le seul critère qui reste, c'est le prix, ce qui tire évidemment tout le marché vers le bas. Alors, la question c'est, comment on fait pour briser ces murs? La solution, ce n'est pas de pitcher plus fort ou plus souvent, c'est de changer radicalement de posture. Il faut passer du statut de simple prestataire à celui de partenaire stratégique. Voyons comment. Pour construire cette nouvelle relation, il y a 5 piliers. Et ce n'est pas juste une liste de souhaits, c'est une feuille de route très concrète. D'abord, prouver sa valeur avec le ROI. Se spécialiser, intégrer l'IA intelligemment, être agile. Et enfin, miser sur la relation humaine. Le point de départ, c'est toujours le même. La confiance. Et la confiance, ça se gagne avec des preuves, pas avec des promesses. Démontrer en ROI tangible, ce n'est pas une technique de vente, c'est le fondement de la relation. Chaque action marketing doit être liée à un objectif business clair. Des leads, des ventes, du chiffre d'affaires. Et les chiffres le montrent bien. Les entreprises qui collaborent avec des partenaires spécialisés dans la donnée obtiennent un retour sur investissement marketing 40% supérieur. C'est bien la preuve que la mesure et l'analyse, ce ne sont pas des coûts, mais des investissements qui sont extrêmement rentables. Voici l'antidote pour ne plus être vu comme une simple commodité, l'hyper-spécialisation, qu'on appelle aussi hyper-niching. Plutôt que d'essayer de tout faire pour tout le monde, l'idée c'est de devenir le meilleur pour résoudre un problème très précis pour un type de client. C'est comme ça qu'on devient irremplaçable et qu'on peut justifier une plus grande valeur. Pour ce qui est de l'IA, il ne suffit pas de dire « on utilise l'IA ».
il faut la maîtriser. Ça veut dire s'en servir pour être plus efficace, bien sûr, mais aussi pour augmenter la créativité humaine, pas pour la remplacer. Et surtout, ça veut dire accompagner les clients, les aider à monter en compétences et à utiliser cette techno de manière éthique. Le monde change vite, donc les modèles de collaboration doivent changer aussi. L'époque des grands contrats annuels un peu rigides s'estompe. On passe de plus en plus à des missions plus courtes basées sur des projets. Un partenaire stratégique doit être capable de s'adapter, de proposer des formats flexibles et de réagir vite. On arrive à la fin de cette analyse. Si on devait tout résumer, toute cette transformation nécessaire en une seule idée, ce serait laquelle? Voilà, la clé, elle est là. C'est ce changement fondamental d'identité. Il ne s'agit plus de vendre des services comme on vend des produits sur une étagère. Il s'agit de construire un partenariat. Un partenaire, il s'implique dans les objectifs business, il partage les risques, les succès, et il pense sur le long terme. Et au final, dans un monde saturé par l'IA et obsédé par les résultats immédiats, la vraie valeur, elle se trouvera ici. Dans la capacité à proposer des idées audacieuses, à faire preuve de bravoure créative et à construire une marque forte sur la durée. C'est ce contrepoint humain que les CMOs recherchent pour vraiment faire la différence. On termine donc sur cette question, qui est essentielle. Prestataire ou partenaire? La manière dont une agence ou un marketeur y répond détermine non seulement sa capacité à débloquer des budgets, mais finalement sa pertinence dans le monde de demain. Merci de nous avoir suivis.